Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la 13e étape du Tour de France avec l'arrivée au Grand Colombier en ce 14 juillet. Pas de victoire française, une victoire polonaise, on va voir que Michal ne l'a pas volée. En attendant, j'accueille mon invité du jour, et oui, un nouveau consultant dans Vélo Podcast, c'est un auditeur fidèle de Vélo Podcast, Denis. Salut Denis. Salut Guillaume, et bonjour à tous les auditeurs de Vélo Podcast. C'est ta grande première dans Vélo Podcast. Ouais, ma grande première dans Vélo Podcast, donc évidemment, je suis pas mal le podcast depuis le début, et puis comme on se connaît au niveau du vélo, voilà, j'ai souhaité intervenir une fois parce que ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous tous mes sentiments sur ce qui se passe sur ce Tour de France. Bon, je te remercie Denis. Quels sont tes sentiments alors sur cette 13e étape avec l'arrivée au Grand Colombier ? Déception, mais déception attendue. C'est-à-dire que c'est une étape où, pour moi, le col du Grand Colombier n'est pas un col qui est fait pour être en course de côte, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est un col irrégulier qui finit par des pentes assez douces, et donc on voit bien qu'à chaque fois, il se passe pas grand-chose, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, une arrivée dont on a l'habitude sur le Tour de France, le Grand Colombier qui nous donne un peu le même scénario à chaque fois, c'est-à-dire que c'est une course de côte, que parfois il y a des échappés qui vont au bout. La dernière fois c'était Pogacar qui s'était imposé au sprint devant Primož Roglič, il me semble, en 2020. Bon, voilà, on a l'habitude en fait de ce genre d'arrivée au Grand Colombier. On a l'habitude de cette arrivée, mais c'est juste que par rapport à ce qu'il y a juste à côté du Grand Colombier, c'est peut-être dommage d'utiliser ce col-là comme une course de côte et de pas utiliser un autre col des Alpes qui est plus approprié pour ça. Le placement de l'étape en course de côte après ce qui s'est passé hier et avant ce qui arrive n'est pas forcément opportun. Peut-être que ça permet de varier aussi un petit peu, c'est-à-dire que on entre dans un triptyque alpestre qui va être dense, c'est même pas un triptyque, c'est un quadriptyque. Ouais, je sais pas si ça se dit. Même 5 étapes, avec le contre-la-montre peut compter aussi comme. Si on compte le Grand Colombier aujourd'hui comme n'étant pas dans les étapes alpestres et plus on va dire dans le Jura, une mise en bouche dans le Jura. Demain dimanche le contre-la-montre de mardi et mercredi avec Courchevel, col de la Loze. Là tu vas avoir 4 étapes où il y aura de quoi faire. Aujourd'hui c'était l'entrée dans les Alpes, on va dire on est passé par le Jura, dans l'Ain, ça a fait cette étape du 14 juillet. Bon voilà, avec le Grand Colombier on sait à quoi on s'attend en même temps. Exactement, on sait à quoi s'attendre. Alors on aurait pu s'attendre presque à mieux parce que vu ce qu'on a vu cette semaine où on n'attendait pas forcément grand chose alors qu'on a vu des étapes incroyables, on s'est dit peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait attaquer de plus loin, mais finalement c'est vrai que ce col est peut-être pas approprié pour ça. Donc après évidemment il reste énormément à faire. Les Alpes sont très très denses cette année, donc je comprends aussi les coureurs et notamment les leaders qui gardent aussi de l'énergie ou qui ne veulent pas prendre un coup de bambou dès maintenant avant d'attaquer les étapes alpestres. Bon, on va le voir, il y a quand même eu des écarts aujourd'hui sur cette arrivée au Grand Colombier. Denis, tu en as l'habitude, on va commencer par notre podium de l'étape et forcément, je te laisse l'honneur, ton podium de l'étape. Alors mon podium en numéro 1, je vais mettre en valeur Michał Kwiatkowski parce que voilà, c'est un pays, j'ai fait mon Erasmus là-bas, donc la Pologne est vraiment un pays où j'ai une affection particulière. J'adore particulièrement ce coureur et je trouve qu'il a malheureusement été bridé dans un rôle d'équipier très fort à la Sky à l'époque et maintenant chez Ineos. Et qu'il arrive à s'imposer sur un col comme ça me fait énormément plaisir pour lui. Le point numéro 2, c'est la course d'attente des deux gros favoris. Même si Pogacar il a essayé très proche de l'arrivée sur quand même un sprint très long qui a duré des centaines de mètres. Et qui finalement reprend quelques secondes, mais je pense que c'est plus sur l'aspect psychologique encore une fois où il a gagné plus que dans le classement général en lui-même. Et mon troisième point, ce sera Romain Bardet. Petite déception aujourd'hui de Romain Bardet parce que même si on sentait que ça allait pas très très bien par rapport à ce qui s'était passé cette semaine et dans le Puy-de-Dôme dimanche, aujourd'hui il a définitivement dit adieu à ce classement général et je trouve un petit peu décevant pour lui. Je pense je le pensais mieux préparé pour ce Tour de France.
Bon écoute Denis, mes 3 points, mon podium, ça va pas être sensiblement différent des tiens, mais dans la manière de les tourner ça va être assez différent. Bon déjà on a un premier point en commun, c'est Michał Kwiatkowski qui est un incroyable coursier, un des meilleurs coureurs du peloton, qui a été plutôt un des meilleurs coureurs du peloton. On en parlera de cette très belle victoire du Polonais. Toi, en deuxième point, tu as eu la course d'attente. Moi, je dirais pas course d'attente, je dirais la course qu'on attendait de voir et qu'on a eu. Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait un écrémage et puis à un moment donné que Pogačar tente, accélère, sprint pour l'arrivée, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc il s'est passé ce que j'attendais, donc je n'ai pas été du tout surpris par rapport aux favoris. Et puis le troisième point, alors tu parles de Bardet, moi je vais le tourner différemment, c'est-à-dire que la hiérarchie du Tour de France sur les 10 premiers jours elle se confirme aujourd'hui, et qu'en fait tu vois même David Gaudu qui était relégué sur le peloton, dans le deuxième peloton de favoris, il n'est pas là avec les meilleurs, que tu as un Tom Pidcock qui monte en puissance, et sincèrement il me bluffe encore, Tom Pidcock. Voilà, il y a des confirmations, il y a des gars qui restent là en embuscade, et puis ça offre, en tout cas ça augure des Alpes qui seront à mon avis à ne pas rater. Donc on va voir ça. Denis, le premier point, on l'avait en commun, c'est Michał Kwiatkowski, vainqueur en solitaire aujourd'hui, donc au Grand Colombier. On va rappeler très vite fait quand même un peu le scénario de course. Il n'y a pas eu une aussi grande bataille que hier, et qu'il y a 72 heures pour aller prendre l'échappée, fort heureusement. On a mis quoi? On a mis une trentaine de bornes avant d'avoir l'échappée, c'est ça? Ouais, une trentaine de bornes, mais c'était assez calme quand même. On a eu je crois qu'ils sont partis à 2 avec Pierre Latour et une OX, et ensuite il s'est reparti, puis ça a rapidement fait barrage dans le peloton quand même. Et puis c'était une échappée où il n'y avait pas non plus de grands grimpeurs, de coureurs réputés très bons dans les forts pourcentages du Colombier ou même dans des grands cols. Donc c'est vrai que c'était une échappée qui finalement a été beaucoup plus calme que ce qui a pu se passer sur les dernières 72 heures, notamment hier et notamment mardi. Je trouve que l'échappée s'est bien défendue quand même, parce que elle a quand même réussi à arriver avec 4 minutes d'avance au pied du Grand Colombier. Et puis finalement, Michał Kwiatkowski s'impose avec pas mal d'avance. Donc l'échappée a bien géré, l'échappée a su garder les forces, parce que sur un col comme ça, on peut rapidement déchanter. On peut voir par exemple Quentin Paché aujourd'hui qui a essayé au pied du Grand Colombier et qui s'est rapidement aperçu qu'il allait être court. Et puis les trois avec Van Gils, Terrada, et le troisième, j'ai un trou de mémoire, c'était pas Moritz est revenu, il y avait Van Gils, Terrada. Il y avait Maxime Van Gils, Kwiatkowski, Terrada, et James Shaw. Voilà, exactement, James Shaw de la IF, qui ont grimpé à leur rythme tous les trois, et finalement c'est Kwiatkowski qui a été beaucoup plus fort parce qu'il est revenu de l'arrière, il a parfaitement géré le début de la montée où il s'est senti moins bien, et puis il les a déposés assez rapidement. Je vais rappeler l'identité des échappés du jour. Donc on en avait une quinzaine à peu près, avec Taynissen, Mohoric, Anton Charmik de la Uno X, Harold Terrada avec Kesbol pour Astana, Nelson Oliveira, Pierre Latour, Michał Kwiatkowski, Alberto Bettiol, Fred Wright, Quentin Paché, James Shaw, Luca Mozzato qui était dedans, Georg Zimmermann, Kasper Asgreen, notamment j'espère Stuyven. D'ailleurs, tu parlais de l'échappée, bien il y en a 2 qui terminent devant les favoris, parce que Michał Kwiatkowski l'emporte donc, mais avec 47 secondes d'avance sur Maxime Van Gils, le grimpeur belge de la Lotto. Tadej Pogačar a terminé sur ses talons à la 3e place. Dans le top 10, tu as aussi James Shaw, Harold Terrada, 13e Georg Zimmermann, 18e Matej Mohoric. Donc tu as quand même des coureurs qui ont bien résisté, mais c'est vrai que en fait, l'échappée a pas mis autant de temps que les étapes précédentes à se dessiner. Pourtant, c'était tout plat au début. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre 10 000 côtes au début pour qu'une échappée se forme. Mais après, il a fallu avoir une relance aussi dans cette partie de course où en fait, c'était un long col roulant non répertorié pour aller chercher un sprint intermédiaire. Il a fallu cette portion où ça a relancé pour que l'échappée prenne du temps, prenne de la marge et arrive avec un peu plus de 4 minutes au pied de l'ascension du Grand Colombier qui, on le rappelle, faisait 17 bornes et demie à 7%
de moyenne. Et Michel Kwiatkowski, lui, on a eu Quentin Paché qui a attaqué au pied, 3 gars qui se sont détachés, alors je crois que c'était Van Gils, Shaw et Terrada, et Kwiatkowski est revenu de l'arrière et au train derrière, il a trouvé sa cadence et au train, après il les a déposés à un peu plus de 11 km de l'arrivée. C'est impressionnant au moment où il les a déposés parce qu'ils reviennent de l'arrière et c'est à l'intérieur d'un virage avec un fort pourcentage où il arrive à se remettre en danseuse et personne n'arrive à le suivre à ce moment-là. Donc peut-être qu'il a géré le début de la montée avec son expérience et puis finalement il a vu qu'il pouvait imposer un gros rythme et qu'il ne voulait pas forcément rester au rythme des 3 qu'il avait rattrapés et il a pu partir tout seul. Mais il faut qu'on en parle de Michel Kwiatkowski parce que là on parle du scénario de course, mais Michel Kwiatkowski en lui-même, quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire par exemple un Wout van Aert, un Wout van Aert pour la Jumbo-Visma. C'est ce que faisait Kwiatkowski avec la Sky. C'est un des meilleurs Flandriens, un des meilleurs coureurs de classique. Et puis lorsqu'arrivaient les grands tours, il se mettait à la planche pour les leaders, pour Wiggins, pour Froome, pour Geraint Thomas, pour Egan Bernal. Il a toujours été là, Michel Kwiatkowski. Il a remporté des monuments. Il a remporté Milan-San Remo en 2017, souviens-toi. Alors je crois que c'est cette année-là, quand il l'emporte en 2017, il y a le jeté de vélo avec Sagan et Alaphilippe sur la photo. C'est ça exactement quand ils sont en sprint en 2017. Il remporte 2 fois l'Amstel Gold Race. Il remporte Tirreno Adriatico en 2018 et le Tour de Pologne en 2018. Il remporte 2 fois l'Estrade Bianchi en 2014-2017. Il remporte sa 2e victoire au Tour de France sa 2e étape au Tour de France aujourd'hui. Et il a été champion du monde en 2014 quand même. On parle pas d'un kidam. Oui. Champion du monde à Ponferrada et peut-être l'année où il est pas très attendu parce qu'au final c'est au début où il arrive et il commence à devenir un vrai coursier. Donc il est champion du monde très rapidement, mais il est encore avec la Quick Step à l'époque. Il est encore avec la Quick Step à l'époque et il arrive quand même à gagner ce monument. Je pense que pour lui la plus belle victoire en dehors du championnat du monde, c'est quand même ce Milan-San Remo incroyable avec Sagan et Alaphilippe, où cette arrivée tous les 3 là, c'était impressionnant. Ils avaient été vraiment incroyables et au-dessus du lot ce jour-là. Tiens, un petit quiz. Il est champion du monde en 2014. T'es capable de me citer les 2 sur le podium avec lui? Alors, si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Simon Gerrans et Alejandro Valverde. Exactement. Gerrans et Valverde. Il y a 2 Français dans le top 10, 6e et 10e. Allez, vas-y, c'est les dernières calls. Il doit y avoir du galopin, je pense. Ouais. Et si je me souviens bien, je crois que c'est un truc où les sprinteurs reviennent, donc il y aurait peut-être Nasser Bouhanni. Eh bien très bien, Galopin 6e, Bouhanni 10e, tu vois. Bon, les auditeurs de Vélo Podcast, hein, vous voyez, on a des connaisseurs. Hein. On fait ce qu'on peut. Exactement. Bon, on revient sur l'étape du jour. Kwiatkowski qui avait été déjà échappé à Issoire, c'était donc lundi, a terminé 8e de l'étape. Kwiatkowski qui avait aussi été échappé, c'était l'étape de Cauterets. À l'étape de Cauterets, où à un moment donné il était revenu au train dans la roue de Pogačar et de Vingegaard. Je sais pas si tu t'en souviens, avant qu'il craque complètement. Il était bien à ce moment-là. Il revient à un moment dans leur roue et je crois qu'au moment où il revient ça réaccélère. Et là, évidemment, en ce moment-là, c'est très compliqué pour lui. Mais oui, il est très en forme sur ce Tour de France. Champion de Pologne du contre-la-montre juste avant le Tour de France. Ouais, exactement. Et puis, ce qui est bien en plus, c'est qu'il malgré le fait que les types Sky jouent le classement général, il arrive à avoir pas mal de liberté. Et on voit que ça paye. Oui, parce qu'au final, on verra ça avec les leaders tout à l'heure. Les leaders se suffisent à eux-mêmes. Les Jumbo et les UAE prennent la course en main. Au final, les Ineos et les autres n'ont pas besoin de prendre la course en main et Kwiatkowski, il a toute la liberté derrière d'être dans les échappées. La victoire de Kwiatkowski, Denis, c'est quand même la victoire d'un équipier modèle, d'un très beau coursier et c'est la récompense c'est une récompense pour un mec qu'on aimerait tous avoir dans son équipe quand même si on était manager. Ah oui, clairement, c'est un mec qui est capable de gagner des grandes courses et qui à la fois peut se mettre à la planche pendant des étapes et des étapes pour ses leaders dans les grands tours. Donc en effet, c'est vraiment un coureur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. Allez, on va passer au deuxième point. Alors toi, tu m'as parlé de course d'attente pour les favoris avec cette victoire de Kwiatkowski devant Van Gils et Pogačar, donc qui a sprinté, allez, on va dire à 500 mètres de l'arrivée dans les dernières rampes après le léger replat. Il a sprinté de loin donc pour aller chercher la 3e place de l'étape. Pogačar qui reprend 4 secondes de bonif plus les 4 secondes d'écart sur la ligne d'arrivée avec Vingegaard. On verra le point sur le classement général, mais il n'y a plus que 9 secondes aujourd'hui d'écart au général entre Vingegaard et Pogačar. Toi, tu parles de course d'attente. Pour moi, c'est un scénario qui était attendu. Je m'attendais exactement à ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, je m'attendais aussi à ce qui s'est passé aujourd'hui. Néanmoins, par rapport à ce qui s'était passé précédemment, je me suis dit peut-être que
les deux, on va peut-être avoir une attaque à un moment dont on va pas savoir quand elle va arriver, ça va être de loin, et peut-être qu'ils allaient se livrer un duel comme ils ont pu se livrer sur le Puy-de-Dôme. Je l'espérais secrètement, et puis finalement ça s'est pas passé, et c'est pour ça que je parle de course d'attente, parce que pour moi, est-ce qu'ils auraient pu prendre les choses en main avant? Pourquoi pas, au moment où Adam Yates attaque, avec Sepkus qui va chercher, et ils sont tous les quatre, avec Pidcock qui est juste derrière. Est-ce que à ce moment-là, ça aurait pu relancer? Je sais pas. Mais je trouve qu'à ce moment-là, ça a un peu attendu, et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans cette étape-là. Après, en soi, je te rejoins, je m'attendais aussi à ce scénario. Je me disais juste que par rapport à ce qui s'était passé précédemment, on aurait pu avoir un autre scénario où ça aurait pu attaquer plus tôt. La différence entre dimanche au Puy-de-Dôme et aujourd'hui sur le Grand Colombier, c'est que le Puy-de-Dôme, c'était la veille d'une journée de repos. Donc les efforts que tu pouvais faire dans le Puy-de-Dôme, le lendemain, c'était Race Day, c'était journée de repos. Là, c'est une mise en bouche avant les Alpes. Donc tu vas avoir un gros week-end samedi et dimanche là. Oui. Donc il faut aussi savoir doser les efforts. Et au final, Pogacar a fait du Pogacar, c'est-à-dire un vrai sprint. Un vrai bon sprint de bon puncher, de très bon puncher qu'il est, et c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'il arrive à reprendre du temps à Vingegaard, parce que tu vois quand même que Vingegaard, c'est comme au Puy-de-Dôme. Il se fait lâcher sur l'accélération. En tout cas, il tente de rester dans la roue sur l'accélération. Sur la fin de l'accélération, tu sens que Pogacar a encore un peu plus de jambes. Et derrière, il maintient son effort. C'est là que tu vois que Vingegaard a moins cette... Mais on est là dans l'élite, hein, attention, du cyclisme mondial. Il a moins ce profil de puncher que Tadej Pogacar. Et que finalement, eh bien, c'est dans ce genre d'arrivée que Pogacar doit reprendre du temps à Vingegaard. Et tu dis que Pogacar fait du Pogacar, j'ai même envie de te dire que pour moi Pogacar fait du Roglic, aussi. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu ce que Roglic a fait sur le Tour de France 2020 et ce qu'il faisait sur le Tour d'Espagne en remportant ses 3 Tours d'Espagne. Le Tour d'Espagne exactement, où il a fait plusieurs fois sur le Tour d'Espagne, parce que les arrivées sur le Tour d'Espagne s'y prêtent bien avec ses forts pourcentages. Mais je trouve justement que moi ce qui m'a marqué, c'est surtout à Cotteric-en Basque, où finalement cette accélération intervient plus tôt dans les forts pourcentages de Cotteric-en Basque, mais le dernier kilomètre de mémoire est pas si dur que ça, et il arrive à reprendre du temps sur ce dernier kilomètre. Donc je me disais, est-ce que il était pas capable d'accélérer un peu plus tôt pour reprendre un peu plus de temps? Le dosage des efforts, je sais pas, je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis que le dosage des efforts, est-ce que sur une étape qui s'est passée relativement tranquillement pour leur niveau, on va dire, est-ce que c'est par rapport à ce qui va y arriver après, ce qui va arriver après. Ouais, aussi, mais quelle est la différence de fatigue sur un effort à 4 km de la ligne ou 500 mètres de la ligne sur une étape comme ça? J'arrive pas trop à le cerner, mais je pense que, enfin, en tout cas, je pensais qu'il était capable d'attaquer plus tôt. Bon, et au final, Tadej Pogacar, c'est dans le dernier kilomètre, une fois que les crémages avaient été faits, donc qui va chercher ses 8 secondes avec donc 4 secondes sur la ligne et 4 secondes de bonif. On va passer au point 3. Denis, bon, tu m'as parlé de Bardet décevant. Moi, je te parle d'une hiérarchie qui est quand même respectée, et cette hiérarchie, elle est quand même au niveau des poursuivants. On va voir qu'il y a quand même une certaine logique. Je vais donner le classement de ceux qui jouent le général. C'est-à-dire que tu as ceux qui se sont intercalés, les échappés qui terminent 1er, 2e, 7e, 8e, avec Shaw, Terrada, Zimmerman 13e et tout. Mais au milieu de tout ça, il y a les favoris, il y a une hiérarchie, avec donc, on va dire, par rapport à Pogacar, Vingegaard qui termine à 4 secondes, Pidcock qui termine à 13 secondes, Jane Lee à 15 secondes, derrière Simon et Adam Yates qui terminent, je fais le calcul de tête en même temps, c'est à 24 et 28 secondes de Tadej Pogacar, Carlos Rodriguez qui termine juste dans la roue des frères Yates à 2 secondes derrière, tout comme Sepkus, et derrière Félix Gall qui termine à 1,41. On est déjà là à 51 secondes de Pogacar. Louis Mentiès, un petit peloton, Louis Mentiès, David Gaudu et Pello Bilbao qui sont donc à 55 secondes. Bon, la hiérarchie est respectée. Et puis j'oublie pas Romain Bardet qui donc lui termine à 3 minutes 29, donc il termine à 2 minutes 39 de Pogacar. La hiérarchie elle est respectée, parce que là quand je te donne le classement des favoris sur cette étape-là, je te donne pratiquement le classement général. Alors je te suis sur ça, j'ai surtout voulu mettre le point sur Romain Bardet parce que en définitive les écarts sont relativement importants. Par exemple pour un David Gaudu qui perd 1 minute ou 55 secondes sur une montée comme ça, Romain Bardet perd 2 minutes 40.
C'est surtout sur ça que c'est je le voulais craquage de porter Bardet en fait que l'attention, tu veux mettre en avant. voilà, il craque très rapidement dans la montée. Et encore, je crois qu'il est quand même aidé de son coéquipier, Vermaerk. c'est Vermaerk, je crois. Ouais. Vermaerk qui l'aide bien. Mais en définitive, aujourd'hui, il est vraiment dans le dur. Et je trouve que justement, il y avait peu d'écart finalement encore avec le fond de top 10. Et là maintenant, on ne parle plus de top 10 pour Romain Bardet. Donc voilà, pour moi, il est définitivement éliminé du top 10. Et concernant les autres favoris, je te rejoins par contre sur ton point 3 sur Tom Pidcock parce que je l'ai trouvé vraiment très très fort sur cette montée. Il m'épate de plus en plus. Il arrive à monter. Alors peut-être que la difficulté va arriver maintenant avec l'enchaînement d'écoles, mais à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Mais aujourd'hui, c'est le mec qui est derrière Pogacar et Vingegaard, quoi. Et d'ailleurs, Tom Pidcock arrive à faire ce qu'on attendait de Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel pour faire un peu le parallèle avec ce qu'on appelait les deux fantastiques et le troisième fantastique qui était Tom Pidcock, qui, on le rappelle, a remporté Strade Bianche cette saison. Exactement, Strade Bianche, il a quand même quelques belles victoires. Puis en fait, il a la liberté à Ineos. Parce que finalement, Carlos Rodriguez, les deux, ils arrivent à monter plus ou moins ensemble. Et on voit qu'il arrive à gérer ses efforts. Il arrive à mettre assez de puissance pour monter un col comme le Grand Colombier. Peut-être qu'il arrive justement sur une montée sèche comme ça, même si c'est long à se gérer. Et l'enchaînement des efforts, peut-être qu'il risque d'être compliqué, à voir. Moi, je ne demande qu'à être surpris par Tom Pidcock parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Je sais pas de quoi il est capable, mais j'aimerais bien savoir jusqu'où il va aller parce que ça me surprend et ça me donne envie de suivre encore plus ce qu'il est capable de faire dans le futur. Je suis d'accord avec toi et je partage en même temps ton interrogation et tes attentes pour la suite parce que c'est vraiment un gars que je suis de très près. Et il a plus ce profil VTT mountain bike, par exemple, qu'un Mathieu Van Der Poel pour comparer, par exemple, avec un Mathieu Van Der Poel qui fait aussi du VTT. Et Tom Pidcock a aussi brillé en VTT. Il a l'habitude de faire du mountain bike et c'est ce qui peut lui servir pour la suite. Alors pour l'instant, on n'a pas vu de grosses étapes de montagne. Je dis ça, on a vu le Tourmalet, on a vu les Pyrénées, mais ce n'était que 2 étapes. Là, on va arriver en fin de 2e semaine, en début de 3e semaine avec des enchaînements de cols en haute montagne et c'est là qu'on va voir où peut être Thomas Pidcock. C'est là qu'on va voir où il peut être. Avec un Carlos Rodriguez aussi qui est l'autre leader de cette Ineos, l'Espagnol qui lui avait fait top 10 à la Vuelta l'année dernière. C'est 2 jeunes, 2 peut-être futurs bons leaders de Grand Tour et Ineos arrive quand même à dénicher des jeunes qui peuvent jouer les classements finaux de Grand Tour, donc ils arrivent à se renouveler après avoir eu des belles années dans les années 2010. Est-ce qu'il y a un point que tu veux rajouter sur cette étape cette 13e étape où on passe au classement ? Ce que j'aimerais rajouter, c'est que finalement, le fait que des Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Romain Bardet n'aient pas su suivre aujourd'hui et se retrouvent quand même assez loin en général, va peut-être leur donner pas mal de liberté. Alors évidemment, je parle des coureurs français actuellement, mais on peut aussi évoquer peut-être des Mikel Landa, même un Félix Gall qui est quand même à 10 minutes 33. Je pense qu'ils auront quand même quelques libertés dans les Alpes parce qu'il y a des grosses étapes à venir et je pense pas que la Jumbo et les Emirates vont s'amuser à rouler sur tout le monde. Donc je pense que ça va permettre d'avoir des débuts d'étape assez intéressants et il me tarde surtout demain où c'est une belle étape. On va en parler. Qui va permettre de créer des belles échappées, je pense. Bon, avant de parler de demain, les classements, donc avec la victoire aujourd'hui du Polonais Michał Kwiatkowski et de la Ineos, 47 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée au sommet du Grand Colombier sur le jeune grimpeur belge Maxime Van Gils de la Lotto Destiny. D'ailleurs, une étape où le sprinter de la Lotto Destiny, Caleb Ewan, a abandonné. Maxime Van Gils, c'est vraiment le pur produit de la formation Lotto, vainqueur du Tour d'Arabie Saoudite, du Saudi Tour l'année dernière à 23 ans. Tout juste 23 ans, Maxime Van Gils, ça va être aussi un coureur à suivre, un jeune belge à suivre dans les prochaines années, tout comme un peu Stef Kras, le leader de la Total Energy qui a abandonné plus tôt dans ce Tour de France. Les favoris arrivent derrière avec Pogacar, Vingegaard à 50 et 54 secondes. Le top 5 est complété donc par Tom Pidcock, derrière le top 10 de l'étape Hindley, Shaw, Terrada et les frères Yates, Simon devant Adam. Le premier français du jour, David Gaudu 16e à 1,45, Romain Bardet 19e à 3,29 dans le même groupe avec Thibaut Pinot
et Guillaume Martin. Allez, le classement général, eh bien, il y a du changement dans le top 10. Ça ne change pas pour le top 4. Vingegaard devant Pogačar. Attention, il n'y a plus que 9 secondes d'écart entre les deux ce soir. Jay Hindley 3e à 2,51. Là aussi, il y a un peu plus d'écart. Il a perdu 11 secondes, Jay Hindley, dans l'étape du jour sur Jonas Vingegaard. Carlos Rodriguez, lui, est 4e à 4,48. Donc il a perdu 26 secondes aujourd'hui sur Vingegaard. Adam Yates et Simon Yates gagnent une place au classement puisque Pello Bilbao a terminé juste derrière David Gaudu aujourd'hui. Donc Pello Bilbao perd 2 places au classement. Yates, Adam Simon à 5,03, 5,04 et Pello Bilbao à 5,25. Tom Pidcock 8e à 5,35. Il faut attendre la 9e place pour voir le premier français, c'est David Gaudu à 6,52. Sepkus passe devant Thibaut Pinot au classement général. Romain Bardet, lui, est 12e à plus de 9 minutes. Les autres Français, Guillaume Martin 15e à 10,46. Valentin Madouas, Clément Berthet 19e et 20e pour les équipes françaises. Félix Gall est 14e du classement à 10,33. Tu en as parlé. Le classement du maillot vert. Pas de changement aujourd'hui. Philipsen garde son maillot vert devant Mats Pedersen, Brian Kocher. Attention à la remontée de Tadej Pogačar au classement par points. 5e du classement par points avec 112 unités. Et juste derrière, Wout van Aert qui est encore en course. Le classement de la montagne, Tadej Pogačar qui remonte au classement de la montagne. Eh ben oui, 3e au sommet du Grand Colombier qui était un hors catégorie. Et il revient à 16 points de Nelson. Il revient à 15 points de Nelson Poles à la 2e place du classement de la montagne, juste devant Tobias Allan Johannessen. Nelson Poles toujours en tête et donc maillot à pois le classement du meilleur jeune. Tadej Pogačar qui creuse un peu sur Carlos Rodriguez et Tom Pidcock. Félix Gall 4e, 5e Mathias Kelmose, Burgodo 6e. Le classement de la meilleure équipe, Ineos passe en tête devant Bahreïn Victorious, Jumbo Visma 3e. Demain, Denis, comme d'habitude, je vais prendre mon cahier, hop, et je vais tourner les pages. Denis, demain, donc c'est... allez, on va arriver entre Annemasse et donc Annemasse et Morzine. Les coureurs de la cyclo, l'étape du Tour, vont savoir de quoi on parle puisqu'ils ont réalisé cette étape dimanche dernier, 151 km avec une arrivée donc à Morzine avec au programme bien 3 cols de première catégorie, mais attention parce que ça part aussi avec le col de Saxel, un col de 3e catégorie, mais ceux qui ont fait la cyclo, l'étape du Tour savent de quoi on parle, c'était compliqué. Le col de Cou, le col du Feu qui sont en première catégorie. Et puis dans le dernier tiers de l'étape, dans les 50 derniers kilomètres, le col de la Ramaz, le col de Jouplane et la descente vers Morzine avec des secondes bonifs au sommet du col de Jouplane en hors catégorie. Bon, Denis, demain c'est le début de la grande explication ou le retour de la grande explication. Je ne sais pas si ce sera demain. Est-ce que ça va contrôler? Je ne sais pas. Je pense que demain ce sera pour les échappées. Sur une configuration comme ça. Peut-être parce qu'il y a les secondes bonifs au sommet de Jouplane. Même avec les secondes bonifs, j'ai du mal à voir Jumbo et UAE être capables de contrôler. Le profil est vraiment très très compliqué sur les 70 premiers kilomètres. Parce qu'il y a aussi le sprint intermédiaire qui finalement est un col, comme aujourd'hui, le col de Jean-Baz. Donc le sprint intermédiaire, il s'appelle col de Jean-Baz, à 1000 voilà, mètres d'altitude. 6,5 km à 3,8%, c'est un sprint intermédiaire. Donc je pense que ça va être très très compliqué à contrôler au début, et ça va être aussi compliqué à contrôler que les étapes qu'on a eues mardi et jeudi. Donc il va forcément y avoir une échappée qui va partir, et si Ineos, Jumbo et UAE, même Ineos pourrait s'y mettre aussi, mais si Jumbo et UAE commencent à contrôler, il risque de manquer de main d'œuvre assez rapidement. Et je pense qu'une fois que l'échappée sera partie, ça risque d'être compliqué de contrôler jusqu'au bout. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une énorme bagarre comme on a pu avoir dans les jours précédents? Hier, il y a 72 heures, dans ces départs d'étapes qui sont très vallonnés, beaucoup de monde va vouloir se glisser dans l'échappée. Oui, clairement. Et puis surtout que le fait d'avoir le Grand Colombier qui se passe juste avant cette étape-là fait que certains coureurs qui ont perdu pas mal de temps aujourd'hui vont pouvoir se glisser dans l'échappée demain. Typiquement, je parlais d'un Romain Bardet, peut-être que Romain Bardet, pour le proche, et encore, je trouve que 9 minutes 30, c'est possible pour lui de partir, mais des Mikel Landa, Guillaume Martin, Clément Berthet, des coureurs comme ça, seront peut-être amenés à s'échapper et à essayer de prendre l'échappée pour à la fois
tenter la victoire d'étape et faire un rapprocher au classement en général. Et en plus de ces coureurs-là, on va avoir tous les baroudeurs qu'on peut retrouver depuis le début de ce Tour de France. Je pense à Moritz, Jorgenson, etc. Donc on risque d'avoir une grosse bataille pour prendre l'échappée. Avec une arrivée en descente aussi après le col de Jouplane, dont le sommet sera à 10 km, allez, 12-11 km de l'arrivée. Donc, et ça bascule pas tout de suite. Hein. Après le sommet du col de Jouplane, il y a une petite remontée, il y aura 10 bandes de descente ensuite. Ton pronostic, Denis, alors dis-moi, ton pronostic pour cette 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine, les portes du soleil. Alors, mon pronostic, moi je pense que Michael Woods va retenter de partir dans l'échappée avec tous les coureurs que j'ai pu citer précédemment et il va essayer de jouer le classement du meilleur grimpeur et s'il se retrouve dans Jouplane avec des échappées avec lui, il sera capable sans doute de faire le travail dans Jouplane pour essayer de s'imposer à Morzine. Donc pour moi mon pronostic sera Michael Woods. Bon, moi déjà je vais pas dire Pierre Latour puisque l'arrivée sera en descente hein, et je dis ça sur le ton de la blague mais en même temps j'ai une grosse pensée pour Pierre Latour qui s'est fait décramponner dans une descente qui était largement à sans convenance aujourd'hui. Ça fait mal au cœur de le voir comme ça parce que c'est un coureur talentueux, énorme, il a une énorme caisse, c'est un très bon rouleur, très bon grimpeur, il a fait 2e au Puy-de-Dôme et de voir qu'il peut pas être capable en fait de jouer une victoire aujourd'hui ça aurait pu être pour lui franchement et bon bref ça fait mal au cœur de le voir comme ça. Mais je te rejoins par exemple sur un autre coureur français que j'ai cité, Guillaume Martin. Guillaume Martin sur l'étape de demain, je le vois pas gagner parce que je sais très bien qu'en descente Guillaume Martin c'est pas ça non plus et aujourd'hui peut-être qu'à 1 minute au sommet de Jouplane ça suffira peut-être pas pour des coureurs comme Guillaume Martin pour s'imposer à Morzine. Allez, moi je vais donner mon pronostic, ça va être du Mathias Skelmose, je le tente depuis pas mal de temps, ou alors Ben O'Connor s'il tente d'aller dans l'échappée, mais plutôt Skelmose. On va voir ce que ça va donner. Denis, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour le débrief du podcast, oui, le débrief surtout de la 13e étape du Tour de France. Merci à toi Guillaume, et puis bonne soirée à tout le monde, profitez bien et surtout demain devant la télé pour suivre cette étape. Exactement, et puis les débriefs de Vélo Podcast le soir, le matin, peu importe quand vous voulez. Merci beaucoup d'être si nombreux à nous suivre. Les chiffres explosent sur ce Tour de France, donc encore un grand merci. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez au matin donc de cette 14e étape entre Annemasse et Morzine. À demain soir ou à ce soir donc pour le débrief de la 14e étape. Ciao ciao.